à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour cette table ronde. Donc, on a la chance aujourd'hui de pouvoir discuter ensemble, et notamment Gladys, Zaliata, Louisiane et Luce qui va nous rejoindre autour des sujets de la vie dans le milieu du design. Donc, on a appelé ça un peu entre nous vie pro, vie perso, mais ça va recouvrir tout un tas de sujets qu'on pourra vous présenter au fur et à mesure. Et peut-être pour commencer, avant vraiment de poser mes questions particulièrement sur ces sujets-là, est-ce que vous pouvez vous présenter toutes les quatre en quelques mots? Et on peut commencer par Zaliata, parce que c'est la première sur mon écran. Ok, donc bonjour à tous. Donc, je m'appelle Zaliata Amada Lafeuille et je suis Design Operations Manager dans une entreprise qui s'appelle Glovo, qui est espagnole. Donc, je suis basée à Barcelone et voilà. Donc, je ne sais pas si ça nécessite plus de... Écoute, c'est parfait. Qui veut enchaîner? Louisiane? Ouais, très bien. Donc, je suis Louisiane Le Provost, je suis designer de service. Je suis basée à Marseille et j'accompagne les entreprises dans leur transformation, donc organisationnelle, digitale, environnementale. Donc, ça va de l'expérience collaborateur en interne. Donc, on va être sur des nouvelles organisations, nouvelles techniques managériales, ou à l'externe. Donc, là, on est plutôt sur de l'expérience client. Donc, soit l'amélioration de services existants ou la création de nouveaux services. Et là, je viens d'intégrer, du coup, je fais un pas dans le public, dans la sphère publique. Je viens d'intégrer le laboratoire d'innovation publique de la région Sud, donc anciennement région PACA. Voilà. Merci. Gladys, tu veux bien enchaîner? Pas de souci. Donc Gladys vient de qui? Moi, je suis content designer et j'explore plein de nouvelles sphères, notamment tout ce qui est behavior design. Je viens d'avoir, on en a parlé entre nous la dernière fois, mais du coup, une casquette de coach pour tout ce qui concerne les habitudes et la même chose dans le produit. Comment on crée des produits qui ont des habitudes et pas de manière toxique. Donc voilà. Et moi, je suis basée à Paris. Je travaille en freelance, donc j'ai plein de types de clients différents. À la fois l'État, j'ai pu travailler avec Ornicar, j'ai pu travailler avec Dailymotion, j'ai pu travailler avec pas mal de structures très très différentes sur plein de problématiques très différentes aussi. Voilà pour moi. Merci. Et Luce, à ton tour, pour terminer sur Quatuor. Bonjour, donc Luce Aknin, moi je suis designer, plutôt designer de service et social designer. J'interviens sur, aujourd'hui je travaille dans une boîte qui s'appelle Oconi, qui est basée à Montreuil, en région parisienne, et j'interviens beaucoup sur le secteur public pour imaginer de nouveaux services, souvent dans des démarches participatives et très ancrées sur le terrain, avec une forte dimension exploration terrain. Et je travaille aussi soit sur des projets parfois de transfo, comme transformation d'entreprise, comme Louisiane. Mais ouais, le gros de mon activité, ça va être concevoir des services, coacher des équipes dans le cadre de gros projets qui croisent aussi bien des besoins usagers, utilisateurs de services publics ou de résidents, d'habitants, et des collectivités locales. Ça peut être ce genre de problématiques. Merci beaucoup. Je vais peut-être me présenter un tout petit peu rapidement pour les personnes qui se demandent qui je suis parce que je prends la parole et personne ne me connaît. Moi, je m'appelle Rose et donc je suis bénévole pour Women in Design et donc je suis également designeuse, tout juste diplômée, et je travaille en ce moment à Tours avec le pôle art et urbanisme. Et donc, moi, je suis là pour animer cette table ronde.
Et notamment parce que voilà, c'était des présentations un petit peu rapides, mais les personnes qui ont suivi les lives Instagram l'ont peut-être découvert. Vous êtes donc pas encore pour toi Zaliata, mais en tout cas pour Louisiane, Gladys et Luce, vous êtes des personnes avec voilà, une passion du design et un engagement très fort, et c'est pour ça qu'on vous a identifié comme rôle modèle. Alors, je dis pas que c'est... Alors, je me suis hyper mal exprimée, du coup, désolée, je vois ta réaction, Zaliata. Les gens n'ont pas encore pu le découvrir sur Instagram, mais on se donne rendez-vous jeudi pour découvrir ça. Parce que on a pu le découvrir toutes les 5 dans les discussions. Tu es une personne aussi très engagée et très passionnée. Voilà, bon, moi je fais que des boulettes, donc désolée, je pense ça va être aussi partie de ma présentation. Mais donc voilà, vous avez une activité aussi, voilà, des engagements et des activités. Vous êtes hyper passionnante, et j'aimerais peut-être commencer cette discussion sur peut-être le côté associatif aussi, parce que voilà, en dehors donc vous faites voilà, déjà du design de votre profession, mais à côté de ça, vous avez aussi des engagements associatifs, et je pense notamment à Louisiane et Gladys. Donc Louisiane, c'est l'association Petit Pays, et Gladys, c'est le Book Club. Je voulais savoir un peu, pour vous, est-ce que ces activités associatives qui sont liées au design, ça fait partie de votre vie pro, ou est-ce que c'est un entre-deux, vie pro, vie perso, complètement de la vie perso? Qu'est-ce que ça vous apporte, en fait, à votre sens, d'avoir ces activités associatives? Qui Qui commence? commence? Gladys, vas-y, je te... Allez, si tu veux. Effectivement, on a un club qui s'appelle donc Beyond the Cover, et avec Zaliata d'ailleurs. Et il se trouve que c'est avec Zaliata, il y a 2 autres personnes, Fatia et Chiara. Et c'est vrai que l'idée, c'est juste qu'il y a toujours des gens qui viennent poser des questions. Oui, qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Qu'est-ce qu'il faut que je lise? Qu'est-ce qu'il faut que... qu'est-ce que je dois explorer en fait si je veux continuer à progresser? Donc, ça répond pas encore complètement à ta question, mais c'est vrai que, en tout cas pour moi, ça passe beaucoup par les livres, parce que plein de gens ont déjà formalisé des idées, mis des choses formalisé des idées, et on peut gagner quand même beaucoup de temps en lisant des livres. Donc voilà. Et est-ce que c'est du perso? Est-ce que c'est du pro? En vrai, moi, je lis tout le temps dans le métro, dans mon lit, sur mon canapé. J'ai toujours un livre avec moi. Donc, en vrai, c'est un peu c'est là tout le temps. Et d'ailleurs, nous, on a choisi de ne pas lire que des livres de design. Ou moi, qui suis content designer, on a choisi de ne pas lire que des livres de content design. On parle d'argent en janvier. On parlera de dopamine au mois de juin prochain. On parle de climat, finalement, au mois de novembre. Plein de choses vont impacter notre travail. Donc, en gros, le truc, c'est que si on commence à regarder le monde encore plus, quand on commence à parler de design et de design systémique et de l'impact sur l'environnement, l'impact sur les questions d'inclusion, si on commence à le regarder qu'en se disant qu'on doit faire que du design et c'est que notre vie de perso, non, en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Le design en soi est beaucoup plus riche que juste des écrans, si on travaille comme moi sur des écrans ou sur du comportemental. C'est beaucoup plus riche que ça, c'est beaucoup plus riche que l'entreprise, c'est la vie, hein. Donc, pour moi, on est à la frontière de tout, et c'est juste un point là-dessus, un dernier point. Ce qui est intéressant, je me rappelle, on a eu une discussion avec Chiara, en l'occurrence, qui disait oui, mais ce serait quand même bien d'envoyer les mails pendant la semaine, parce que pour les gens, c'est du travail. Et moi, je dis, mais pour moi, c'est pas du travail. Donc, et parce que moi, il m'arrivait d'envoyer des emails le samedi et d'envoyer des emails le dimanche. Et je sais qu'on a eu ce débat. Donc, il n'est pas complètement tranché, ce débat, parce qu'il y a des gens qui vont regarder leur mail le dimanche. Mais on s'est posé la question, en tout cas, de où est-ce qu'on se place? Est-ce qu'on est professionnel ou pas? Et je pense qu'en vrai, c'est pas, comme on n'est pas exactement d'accord sur la question, en vrai, il faudrait poser la question à nos utilisatrices, utilisateurs, aux personnes qui viennent, pour savoir quand ils préfèrent recevoir les mails, parce qu'on n'était pas vraiment... Voilà, parce que... pour moi, c'est beaucoup plus, c'est entre les deux, mais voilà, ça c'est moi. Super. Je prends la suite, du coup, Rose, si ça te va. À moins que tu voulais rebondir peut-être. Non, c'est très bien, vas-y, prends la suite. Ok. Alors du coup, j'ai aussi effectivement une association qui s'appelle Petit Pays, qu'on a créée pendant le confinement avec des amis designers aussi passionnés que moi. Et en gros, voilà, on mange design, on rêve design. Et en fait, sur notre temps libre, même pendant qu'on était censé dormir la nuit, on montait l'assaut.
Donc la frontière est parfois très floue. Et donc, en 2 mots, c'est une asso de recherche-action pour expérimenter le design au service des territoires. Donc, c'est vraiment design des territoires. Et l'objectif, on s'est dit, OK, on a une expertise, on a des compétences, et on aimerait les mettre clairement au service de notre environnement direct. Donc, l'asso est née. Et l'objectif, c'est de tester petit pour viser grand. Donc, on expérimente vraiment localement. Donc, d'abord, on recense en fait les besoins et les enjeux, et ensuite, on vient tester, donc prototyper des solutions. Et l'objectif, c'est de les mettre en open source derrière pour les diffuser à grande échelle. Donc, changer d'échelle du local au national, et de mettre en open source en fait toutes nos créations, nos prototypes. Et en fait, du coup, cet asso, pour répondre à ta question, ce que ça apporte vie pro, vie perso. Dans la vie pro, moi, c'est vrai que donc je travaille pour des grands groupes sur donc les problématiques que j'ai évoquées en introduction. Et c'est vrai qu'il me manquait peut-être ce pourquoi j'ai fait du design, en fait, qui est vraiment le design avec le territoire et le social. Donc, du coup, ça me permettait aussi de peaufiner ma pratique de designer en amenant certains projets vers là où je voulais aller en tant que designer, quoi. Ça complétait un petit peu ma palette d'expertise. Et je pense aussi que ça m'a amené vers des nouveaux projets, parce que forcément, tu t'ouvres à un nouvel écosystème. Enfin, là, en l'occurrence, par rapport à mon projet, j'ai découvert tout un univers sur l'économie sociale et solidaire, par exemple. Donc, toutes les entreprises qui travaillent dans cet univers-là, ça fait naître des projets, des rencontres. Donc c'était assez intéressant de pouvoir ajouter un peu un nouvel univers, on va dire, à mon champ d'expertise. Voilà, en gros, je ne sais pas si c'est clair. Merci beaucoup du coup pour ces témoignages. Je ne sais pas s'il y en a une d'entre vous qui veut répondre sur ce qui a été dit. Sinon, j'avais aussi une question, du coup, maintenant plus pour Zaliata et Luce. Moi, je voulais rebondir. Vas-y. Non, je voulais dire sur ce sujet des engagements, c'est quelque chose qui peine à être valorisé, je trouve, dans la sphère professionnelle. C'est un tort. Je pense que ça nourrit énormément. Et aujourd'hui, bien souvent, les engagements, que ce soit associatifs ou autres, moi, je vis dans un habitat partagé, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça se retrouve sur les CV dans divers, en 3 lignes. Je fais du piano, de la danse et j'ai une asso. Et en fait, c'est tellement plus important dans ce que ça nourrit pour nos pratiques, en fait, que ça devrait avoir plus de place. Voilà, c'était juste une petit rebond. Et je complète juste ce que tu dis parce qu'aux États-Unis, moi j'ai étudié 2 ans aux États-Unis et quand tu fais ton parcours, quand tu as été en cours, etc., mais quand tu veux transférer dans une grande école ou quand tu veux aller dans une entreprise, justement, ils valorisent tous les trucs qu'on fait à côté, ils le voient comme des éléments de leadership. Et souvent, ils vont apprécier ces profils parce que ça veut dire que c'est des gens qui sont capables de prendre des décisions, sont capables de créer des projets, etc. Et en général, ça, c'est plutôt valorisé, donc en tout cas dans certains autres pays. Vas-y, Zaliata. Oui, pour moi, même le fait de... Enfin, moi, je fais aussi beaucoup de mentorat et de bénévolat. Et je réponds à chaque fois qu'on m'envoie des messages sur LinkedIn ou d'autres plateformes, je prends toujours le temps, autant que possible, de répondre aux personnes. Et je pense que même le fait de participer à ce genre d'événement, enfin, je sais que quand ça a du sens, parce que des fois, on me sollicite pour des choses et puis je ne suis pas qualifiée, donc je n'y vais pas. Mais quand ça a du sens, le fait de participer à ce genre d'événement, ça se prépare. Enfin, voilà, moi, je participe parfois à des podcasts, c'est pas des choses qui se font comme ça, c'est pas improvisé. Donc, c'est finalement aussi de l'investissement. Et donc, c'est aussi pour moi une façon de redonner à une communauté qui m'a donné beaucoup. Je vois que Luce est là, donc je pense à Hexagon UX, par exemple, qui fait, enfin voilà, qui moi, m'a permis de rencontrer un tas de femmes extraordinaires, pas que des femmes d'ailleurs, et de mentorer des gens derrière. Et pour moi, ça aussi, ce sont des manières de s'engager et de participer à cette communauté, en fait.
c'est très vrai et ça m'amène sur une transition parfaite parce qu'en plus, on a pu en discuter d'un deuxième métier que 2 d'entre vous avaient au quotidien et qui n'est pas toujours mentionné sur les CV, celui de maman. Donc Zaliata et Luz, vous êtes toutes les deux mamans et ma question c'est voilà aussi c'est quelque chose qui est au quotidien voilà, une gestion complète, un métier complet qu'on fait en parallèle de son métier. Et qu'est-ce que ça a changé à votre pratique ou dans votre manière de vivre votre quotidien d'être maman et même peut-être dans votre manière de faire du design? Je vais peut-être commencer, si ça te va, Lys. Ouais. Alors moi, j'ai pas toujours été designer, donc en fait, pour moi, le fait d'avoir des enfants, c'est une des choses qui m'a amenée à faire du design parce que moi, j'ai 5 enfants et à chaque grossesse, je me suis remise en question de qu'est-ce qui va me faire sortir de chez moi, en gros. Enfin, qu'est-ce qui est plus important que de passer du temps avec mon bébé ou avec ma famille? Et à chaque fois, ça m'a poussée vers d'autres dimensions professionnelles et donc la dernière en date, on va dire, c'est le design, et donc je pense que ça a vraiment, pour moi, c'est un moteur. C'est-à-dire que, j'ai vraiment envie que mes enfants me voient justement être passionnés par ce que je fais, faire des choses autant que possible qui ont de l'impact, et essayer de combiner tout ça. Donc moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup évolué depuis, que je suis maman. Ça va bientôt faire 20 ans que je suis maman et je trouve que mes enfants me permettent justement de trouver petit à petit un meilleur équilibre parce qu'en fait, enfin moi personnellement, j'ai pas envie de sortir de chez moi pour faire quelque chose qui a moins de sens que ce que j'ai chez moi. Voilà. Je prends le relais, Zaliata. Ouais, ça, je te rejoins parfaitement. Enfin, je pense, moi, je bosse à 80% pour avoir justement un jour par semaine pour ma vie de famille. Et je pense qu'en fait, c'est une forme de responsabilité, même sociale, en fait, que d'être parent, si on veut que nos enfants soient sensibles aux enjeux de société qui nous entourent, si on veut qu'ils soient fiers fiers de ce qu'on fait et puis engagés dans la société. Et, ça demande du temps, ça demande du travail. Et en fait, je pense que enfin, ça demande. En fait, on peut pas être à moitié avec ses enfants j'ai beaucoup d'admiration sur les gens qui arrivent à faire du télétravail avec des enfants en bas âge à côté. Je ne comprends pas comment ils font, mais enfin, en tout cas, moi j'ai le sentiment que quand on s'occupe d'enfants, on doit être réellement présent dans le temps présent. On n'a pas vraiment le choix. Et donc, moi, ce que ça m'a apporté concrètement, c'est que ça me permet parfois volontairement ou involontairement, d'arriver à fixer justement ces limites entre pro et perso, pour être vraiment dans ce que je fais quand je suis dans le monde pro, vraiment dans ce que je fais, je fais avec mes filles. Ça m'a permis effectivement de remettre sur la table sur mes moteurs, mes valeurs, comme toi, Zaliata, parce que effectivement, ça fait prendre du recul sur ce qu'on fait, sur le but la visée de notre action en tant que designer. Donc, est-ce qu'on est prêt ou non à accepter tel projet? Je pense que ça donne plus de force et de résistance ou de conviction dans les projets qu'on accepte. Justement, on les fait plus à fond aussi parce que c'est les choses avec lesquelles on décide d'être aligné. Après, ça m'a apporté aussi, je pense, ça apporte des choses très concrètes, genre la capacité au multitasking. Vraiment la gestion de projet. Enfin, voilà, en termes de charge mentale, je pense que toutes les mères se reconnaîtront dans le fait que ça décuple un peu les capacités de faire en parallèle des choses. Et puis, en termes d'univers d'inspiration, je pense que pédagogie alternative, illustration, livres pour enfants, tu parles de livres, Gladys, moi je me nourris de ça en fait et ça me nourrit professionnellement. Je mets très souvent des références d'illustratrices
dans mes projets, dans mes mood boards, voilà, et ça contribue aussi à, à la richesse des projets sur le plan sensible que je peux avoir. Et est-ce que du coup, ce côté de parentalité, c'est quelque chose que vous mettez en avant et que vous réussissez à valoriser dans votre profil un peu de design? Alors, c'est une très bonne question. Enfin, moi, je pense que ça, pour moi, ça a été, parce que je pense que je suis une vieille maman, entre guillemets. Je connais pas énormément de mamans qui ont des enfants aussi âgés dans le design ou autant d'enfants. Et donc, c'est vrai que pour moi, je pense que mon évolution de carrière, elle est complètement liée à ma vie familiale. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui a pris un congé parental à temps partiel pendant 7 ans. Ce qui m'a permis d'évoluer dans ma carrière, de retourner faire des études, de faire un certain nombre de choses que plein de femmes ne peuvent pas faire. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Mais c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, ça peut être valorisé parfois par mes collègues. Dans mon rôle de design ops, en fait, je suis un peu parfois vue comme la maman de l'équipe, où on va venir me voir avec certaines problématiques. Les gens viennent me voir parce que ça se sent que j'ai de la maturité. Et donc, ils viennent me voir pour régler certaines problématiques ou pour quand ils ont des questions, notamment sur leur carrière ou des choses comme ça. Donc, le fait de savoir que j'ai des enfants et que j'ai réussi à avoir ce poste à responsabilité, c'est quelque chose qui me donne une sorte de crédibilité par rapport au fait de gérer sa vie, entre guillemets. Mais après, je pense que financièrement ou même en termes de responsabilité, je pense que les responsabilités que j'ai eues, c'est beaucoup de la lutte de ma part, quoi. C'est de retourner à l'école, d'avoir un diplôme de plus, de rencontrer les gens qui m'intéressent, d'aller interpeller les gens qui m'intéressent, d'aller chercher des postes ailleurs. Je pense que la parentalité a plus ralenti ma progression que l'accompagner, quoi. Voilà. Mais après, j'en suis très heureuse. Enfin, c'est quelque chose que moi, en tout cas, je ne le cache pas du tout. Au contraire, je mets beaucoup en valeur. J'en parle régulièrement parce que j'ai envie de voir de plus en plus de femmes se sentir à l'aise d'en parler. D'ailleurs, que ce soit le fait d'avoir des enfants ou le fait de ne pas vouloir d'enfants, parce que je connais aussi des designers qui ne veulent pas spécialement avoir d'enfants, et que cette discussion-là, elle puisse être la plus ouverte possible, quoi. Voilà. La question c'était, tu peux redire, Rose? Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en avant, le fait d'être maman, tu arrives à valoriser dans plus du côté du monde professionnel du coup? Ouais. Non, aujourd'hui, très sincèrement, je n'arrive pas à le valoriser. J'aimerais pouvoir afficher comme je sais qu'il y a des personnes qui œuvrent pour ça, pour inscrire dans mon CV le congé parental à temps partiel que je prends et le valoriser en termes de compétences métiers, etc. Aujourd'hui, j'ai pas encore ce recul-là. C'est aussi parce que c'est tout frais et que j'ai deux petites qui sont très petites. Et du coup, mais j'espère d'ici quelques années pouvoir en tout cas le valoriser en tant que tel. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que malheureusement, il y a quand même encore de nombreuses structures dans lesquelles c'est une pénalité, la maternité, enfin, faut pas non plus se voiler la face. Euh, c'est pas, c'est souvent pour les hommes quelque chose qui est valorisé et rarement pour les femmes parce que il nous incombe bien souvent la charge mentale des enfants. Donc après, on peut atterrir dans plein de... on peut réussir à le retourner le truc et à en faire une force. Mais ça prend du temps, je pense. Jaliata, tu as parlé du coup que pour toi, ça devait être un moteur, du coup, ce que tu faisais dans le design et ce que tu faisais de manière générale dans ton mode pro pour justement t'encourager à aller
au travail tous les matins. Et ça me fait penser voilà, que parfois, il n'y a plus de moteur et il n'y a plus envie d'aller travailler. Et je dis ça notamment parce que la vie a fait que 3 d'entre vous ont traversé un burn-out un peu professionnel. Enfin, pas un peu, vous avez traversé un burn-out professionnel. Et la question, c'est peut-être, donc, pour vous, qu'est-ce que vous avez pu tirer comme enseignement de cette expérience particulière, justement, où vie pro et vie perso viennent un peu s'embrouiller l'une l'autre, on va dire. Alors, moi, je vais peut-être juste faire un petit point, c'est que, étonnamment, enfin, moi, mon burn-out, je l'ai fait certainement pour une certaine posture au travail, hein. Je suis hyper active, donc j'ai ma famille, j'ai mon travail à plein temps et j'ai une auto-entreprise. Donc enfin voilà, donc comme pas mal de personnes ici, je fais plein de choses. Et je pense qu'en fait, moi, le burn-out est arrivé quand, ma maman est tombée malade, suite au décès de mon papa, donc et j'ai dû m'occuper d'elle et en fait, j'ai attribué les raisons du burn-out à des raisons personnelles, c'est-à-dire que je prenais trop de charges et voilà. Ça m'a forcée aussi, comme les naissances, à réévaluer en fait, où je voulais aller et ça m'a fait aller à l'éducation nationale pendant 4 ans. C'était une très, très belle expérience. Mais ça m'a permis aussi de commencer tout un travail que je pense ne pas avoir fini, pour trouver un équilibre entre, la façon dont je m'investissais dans le pro et la façon dont je m'investissais dans le perso. Mais très clairement, pour moi, les raisons du burn-out, ce qui a fait basculer, c'est plus des raisons personnelles, même si ça a révélé un système qui est un système, qui s'appliquait, pleinement dans ma vie professionnelle et qui s'applique toujours un peu. Voilà. Si tu veux, prendre la suite, si tu veux. Ah, pardon, vas-y. Ah, vas-y. Je vais faire court, mais je pense que ce que ça a impacté, c'est les limites que je mets aujourd'hui. Le fait de faire à la mesure de ce qu'on peut faire, je pense que c'est sain. Parce que la charrette a rarement de la valeur en fait pour nos clients et donc en fait voilà ça m'a permis aussi de resituer où est-ce qu'étaient les limites et puis mon attention envers moi-même quand je commence à aller trop loin, je pense que j'arrive à être plus sensible et plus alerte sur ces choses-là. Et je rajouterais envers mes collègues, peut-être voilà, quand ils poussent le bouchon un peu trop loin, c'est vrai que je pense que j'accompagne pas mal de collègues à justement leur prise de conscience là-dessus. Ouais, je pense que c'est ça, je pense, les principaux éléments. Du coup, c'est moi. Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai plein de points communs avec Zaliata et il y a des différences quand même. Mais moi, je sais que le principal problème, c'était. Enfin, il y avait du perso parce que moi aussi, en fait, ma mère était malade et je me suis retrouvée à aller. C'était 2015 et je passais vendredi, samedi, dimanche, tous les vendredis, samedi, dimanche avec ma mère parce que j'avais tellement peur qu'il lui arrive un truc. Donc, clairement, il y a ces trucs-là. Mais moi, j'étais aussi dans une ambiance toxique au travail où ma boîte avait racheté une autre boîte et en gros, on se retrouvait à avoir du travail en plus, avoir des gens qui, en gros, pressaient le citron. Et le truc, c'est que quand on aime son travail, parce que comme Zaliata, voilà, TDAH, hyperactivité, tout ce que vous voulez, à un moment donné, quand vous avez déjà l'habitude d'être là sur le travail, et qu'on vous presse encore plus. Moi, je me retrouvais à lire mes mails le samedi, le dimanche, sinon j'étais en retard le lundi. J'ai commencé à avoir une psy, j'ai commencé à avoir une coach pour réussir à penser à autre chose et penser au futur. Et c'est marrant parce que quand je voyais ma psy, elle me disait toujours, mais vous me parlez tout le temps du travail. Mais en fait, il n'y a que le travail. parce que même le week-end, en fait, le travail avait pris toute la place, plus l'espèce de culpabilité que j'avais pour ma mère. Donc c'est vrai que c'est un espèce de mélange de plein de choses. Moi, pour le coup, mes leçons, parce que c'est ça le plus intéressant dans tout ça, c'est que moi, en tout cas, ce que j'en ai appris, c'est qu'en fait, comme j'étais en arrêt quand même plusieurs mois,
Le truc, c'est qu'après ça, j'avais tellement peur, et finalement, c'est encore le résultat d'aujourd'hui, mais j'avais tellement peur de retourner dans une entreprise que je me suis mise en free pour pouvoir avoir le contrôle sur mon temps, pour pouvoir gérer quand je veux, comme je veux. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que je ne fais pas des heures de fou. De toute façon, c'est mon fonctionnement. Mais je sais que, par exemple, si j'avais une deadline et qu'il a fallu que je rentre des trucs à minuit, ben, je peux me dire je ne travaille pas vendredi parce que je suis free et que je fais ce que je veux en vrai. Donc, c'est juste à moi de dealer avec mes clients et de leur dire tel jour, je ne vais pas travailler, tel jour, je donne des cours, ou tel jour, je fais un truc qui me fait plaisir. Et c'est vrai que on me propose régulièrement des postes et tout le temps, je me dis je fais les formations que je veux, je fais les trucs que je veux, je demande d'autorisation à personne. Et c'est un luxe. Il y a des gens à qui ça fait peur, mais en fait, moi, ça me fait peur de retourner dans un système où on me presse comme un citron. Et en fait, aujourd'hui, j'ai juste le sentiment que quand je suis en free, et d'ailleurs, c'est marrant, parce que comme je suis en free, ben, le rapport de force, il est égal. C'est-à-dire que j'ai le droit de dire non. Ils ont le droit de pas être contents et on a le droit de se séparer tranquille. En tout cas, pour moi, c'est tranquille. Et c'est rigolo parce que là, toutes les boîtes qui me disent bah, en fait, on aimerait bien internaliser le poste, je demande pourquoi. On me dit oui, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont partis avec la propriété intellectuelle de la boîte. Mais en fait, on a un préavis. Pourquoi vous avez besoin à tout prix que je vienne et que vous soyez propriétaire de ma personne pendant X temps, en vrai. Et en gros, il y a ce rapport de propriété sur, en tout cas, qu'il y a dans le salariat et que j'ai pas, parce que voilà, enfin, il y a quelques mois, j'ai décidé de dire stop parce que je considérais qu'une entreprise commençait à dépasser les bornes et j'ai fait le calcul, hein, j'ai dit bon, ok, je perds tant d'argent, mais est-ce que mon bien-être, enfin, qu'est-ce qui est le plus important, mon bien-être ou l'argent? Et j'ai choisi mon bien-être, quitte à pas travailler tout l'été. Et c'était très bien comme ça. En fait, j'ai fait plein de formations cet été, j'ai mon diplôme de coach, j'ai fait plein de trucs et qui m'ont encore plus nourri intellectuellement, j'imagine, qu'être maltraité dans une entreprise. Voilà. Donc c'est moi, en tout cas. Ce que ça a changé, c'est essayer de changer ce rapport de force. Ça ne veut pas dire que j'irai pas travailler dans une entreprise. De toute façon, il y a des périodes d'essai. Donc, si j'ai vraiment envie, j'ai pas vraiment envie parce que j'adore ma vie et que j'adore, comme j'ai dit, ne pas demander d'autorisation aux gens pour faire ce que j'ai envie. Je disais ça l'autre jour. J'ai pas envie d'aller demander à papa l'autorisation d'aller faire une formation sur la gamification ou sur je sais pas quoi. Sincèrement, je trouve ça, c'est de la perte de temps. Je préférerais qu'on nous donne un budget pour faire les formations qu'on veut et qu'on se gère. En fait, on est aussi des adultes. Et dans tous les cas, je pense que les entreprises gagneraient à laisser plus de place et d'autonomie aux gens pour essayer de se construire sans avoir à demander des autorisations. Sincèrement, enfin, voilà. Mais moi, en gros, c'est sincèrement ce que ça a changé. C'est la relation que j'ai aux gens. Mais après, c'est facile aussi parce que enfin, voilà, j'ai écrit un livre. Je fais partie des gens qui, en tout cas dans mon secteur, font un peu figure de référence. Donc, ce rapport de force, il est aussi lié à ça. Enfin, il ne faut pas se cacher. Mais j'ai pu écrire un livre parce que j'étais en free et que je me suis laissé le temps de le faire. Donc voilà, c'est une autre mécanique et moi, ma réponse, ça a été celle de me dire, quand j'en fais trop, je sais que je peux gérer et voilà, je suis une grande fille. Donc ouais, ça a été en tout cas mon choix personnel et professionnel. Merci énormément à toutes les trois de nous avoir partagé un peu ces expériences. Et j'aimerais me tourner vers toi maintenant, Louisiane, parce qu'en parlant du freelance, c'est vrai que c'est hyper important de faire attention à soi parce que notamment, on est responsable de sa propre organisation. Et du coup, j'aimerais savoir un peu comment toi, tu as pu trouver ton équilibre dans le freelance et un peu si tu as en tête des points importants qui t'ont marqué dans la manière de trouver ton équilibre. C'est marrant parce que du coup, j'ai eu un peu le schéma inverse de toi, Gladys. C'est-à-dire que j'ai commencé par le freelance. Et du coup, moi, j'avais besoin presque d'un cadre parce que c'était freelance, c'est quand même très free. Et du coup, je gérais effectivement mon propre temps, mon propre emploi du temps. Mais ça avait aussi ses travers, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, quand on a monté l'asso, on travaillait la nuit. Après, on travaillait le jour et la nuit, donc on dormait pas en fait. Après, moi, j'avais aussi pris un peu ce biais de travailler, vu qu'on gère vraiment ses horaires et sa production, moi, j'étais plus efficace le soir et plus créative même le soir, donc j'avais pris ce rythme-là. Sauf que du coup, t'es pas forcément, quand tu as un compagnon, des potes, c'est difficile d'avoir une vie sociale quand tu changes un peu tes horaires. Il y a aussi le fait d'être, quand tu te lances en freelance, tu es assez gourmand de projets parce que tu as peur d'en manquer.
Donc, tu dis oui à tout. Ou alors tu gères mal tes temporalités, quoi. Tu lises pas tes projets sur l'année et tu te retrouves à des devis que tu as envoyés 6 mois auparavant qui te tombent sur le coin du nez alors que tu en as déjà 4 ou 5 dans le pipe. Voilà. Donc c'est un peu tout ça, je pense, les premières années qui sont mis en place tranquillement. Mais du coup, voilà, là ça fait presque 5 ans que je fais du freelance. Et donc j'ai quand même appris de mes expériences. Donc si je peux mettre des petits tips en partage, ça me ferait même plaisir. Mais après, ça c'est très personnel. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé de plus travailler la nuit, par exemple. Ça j'ai pris cette décision-là. J'ai décidé aussi de plus travailler les week-ends, parce que là, c'est pareil, les week-ends et la semaine, ça fait aussi écho à ce que tu disais, Gladys. Mais moi, le fait de savoir que j'avais du temps et que je pouvais en fait le manager comme je voulais, du coup, je faisais un peu traîner, j'allais prendre des cafés, je travaillais un petit peu à droite à gauche, mais sans être finalement très efficace. Donc, j'optimisais très mal mon temps. Et donc, je me retrouvais à bosser les week-ends pendant que tout le monde, au contraire, se détendait et profitait littéralement de leur temps libre. Donc, j'étais aussi un peu en décalage à ce niveau-là et je me suis dit que ça, c'était terminé. Je préfère optimiser ma semaine et vraiment travailler sur... D'ailleurs, c'est plus 5 jours, c'est même 4 jours. J'essaie vraiment d'optimiser mon temps de travail pour avoir des week-ends tranquilles parce qu'en fait, je faisais jamais de coupure. Savoir dire non aussi, ça peut être un deuxième point. C'est pas évident je pense, d'autant plus quand tu te lances, tu as besoin de faire ton réseau, tu as besoin de faire tes preuves, et dire non à des grands groupes qui plus est, c'est compliqué, mais en fait, parfois, tu n'as pas le choix. Donc, soit parce que les projets te plaisent pas ou tu te sens pas compétent pour les mener à bien, soit parce que tu as trop de projets. Et en fait, alors, il y a une technique. En général, j'ai toujours... les projets qui viennent à moi sont toujours hyper intéressants, donc j'ai jamais dit non parce que ça m'intéressait pas. Mais j'ai dû dire non parce que j'étais complètement charrette et que j'avais trop de projets et que j'ai l'impression que j'allais exploser. Mais donc il y a le oui mais. C'est une manière de dire non. C'est un oui mais dans 6 mois par exemple. Et du coup c'est pas un non. Donc ça c'est une bonne technique, voilà, pour décaler des projets. Et sinon, savoir couper, mais ça c'est un peu le plus dur, je trouve, dans la vie d'indépendant, c'est de vraiment prendre des vacances pendant lesquelles on ne check pas ses mails, on lance pas des clients, on fait pas de prospection, de vraiment vraiment couper. Et pour avoir fait 1 an en agence, je me suis rendu compte de la différence. Enfin là, les vacances, c'était vacances, quoi. Tu poses ton cerveau, tu le récupères sur ton bureau quand tu reviens. Et mine de rien, ça, c'est génial. Donc maintenant que j'ai connu ça et que je vois que ça peut fonctionner de cette manière-là, je vais essayer aussi. Donc ça n'a pas commencé encore parce que j'ai fait des espèces de vacances cet été, vacances-travail à l'étranger, mais c'était des vacances-travail. Donc aucune limite entre les deux. Mais voilà, je vais essayer aussi de complètement couper parce que c'est pareil, enfin, pour ton équilibre, le côté durable de l'activité et aussi ton côté vraiment hygiène de vie, quoi, hein, hygiène mentale, c'est hyper important de couper parfois, quoi. Voilà pour mes petites recommandations. Ah, il y a Luce qui a levé la main. Ouais, je voulais compléter c'est sur le fait que c'est malheureux en fait qu'on ait une telle dissociation en fait entre du design intégré qui soit plus respectueux du rythme de vie. Moi, j'ai bossé dans une grosse mutuelle. Il y avait une médiathèque, un gymnase, des garderies pour les enfants, hein, et que en free, on soit autant livré à nous-mêmes ou que dans des petites structures d'agence, les seuls espaces de bien-être accordés aux salariés, ce soit des bonnes bouffes ou des apéros. En fait, il y a pas que... on doit pouvoir imaginer mieux que ça, en fait. Et je suis sûre qu'il existe des structures de toute taille qui sont attentives à l'équilibre de vie de leurs salariés. Et je pense que c'est dommage que des femmes
comme Gladys, et aussi perdu la vibes et de l'intégrer comme en mode ouais, mais en fait c'est ça me fait trop de mal. Au final, je pense qu'il doit pouvoir y avoir aussi comme tu l'as dit, d'autres types de structures plus respectueuses. Mais de toute façon, c'est sûr, il y en a, hein. Mais la peur, après, c'est irrationnel, on est d'accord. Donc, Oui. évidemment, enfin, comme dans tout, il faut de la mesure. Et évidemment, c'est pour ça que des moments, je me dis, bon, je vais quand même les tester avant. Mais c'est juste qu'ils sont plus testés que je pense qu'ils le seraient avec quelqu'un qui veut bien du salariat. C'est un autre sujet. Et juste pour Louisanne, enfin, sur le freelance, parce que peut-être des gens ont envie de se lancer aussi. Mais je pense que le début, moi aussi, hein, les premiers temps, j'ai passé des heures de taré. Au début, on se teste parce en vrai, quand on est dans une entreprise, on est dans un cadre qui pour moi ressemble à une prison, mais c'est un autre sujet. Mais on est dans un cadre avec des obligations et des horaires, même si des fois on dépasse les horaires, etc. Quand on est en freelance, ben, en fait, on apprend la liberté et après, il faut apprendre à gérer la liberté. Donc, moi, aujourd'hui, je ne travaille pas le week-end. Je suis pas très bonne sur les vacances, mais je l'étais pas forcément quand je travaillais en salarié, donc c'est pas comme si c'était très nouveau. Donc moi, par exemple, je dois apprendre ça, mais c'est un autre sujet. Mais le week-end, en fait, j'écris souvent le samedi et dimanche matin. L'après-midi, je fais ce que je veux, du yoga, ce que vous voulez. Et en semaine, moi, je sais que j'avais commencé en me disant que comme j'avais pas suffisamment de clients au début, ben, je me disais, OK, au lieu d'étaler, parce que je me rappelle, j'avais des clients et je pouvais étaler sur la semaine. Donc au début, j'étalais, je fais, mais en fait, c'est 2 jours de travail. Pourquoi j'étale sur la semaine? Donc en fait, j'avais commencé à regrouper sur les 2 jours en 2 jours, en regardant un peu dans la semaine. Et effectivement, à un moment donné, on apprend à optimiser. Moi, là, je suis beaucoup sur le no-code et sur l'optimisation. Pas forcément en tant que designer, mais là, en tant que professionnel, comment j'optimise mes journées, comment j'utilise le no-code ou d'autres techniques pour gagner du temps. Moi, je ne suis pas très chat GPT, mais des fois, je fais des résumés. J'utilise un truc qui s'appelle AudioPen juste pour faire des résumés des réunions, par exemple. Comme ça, je dicte et ça me le réécrit. Et enfin, je n'ai pas de valeur à aller rédiger un résumé de réunion. Donc voilà comment j'optimise mon temps pour passer le moins de temps possible. En tout cas, passer du temps sur ce qui a de la valeur. Donc, n'ayez pas peur. En tout cas, si le free vous intéresse, en vrai, c'est juste que quand on apprend à être libre, c'est comme vos enfants, quand ils sont majeurs et qu'ils sont plus à la maison, peut-être qu'ils vont faire des nuits blanches et des ci et des ça, jusqu'au moment où ils disent, ah, quand même, c'est mieux comme ça j'aime bien, ça, c'est mon style de vie. Enfin, voilà, il y a un temps pour chaque chose. Exactement. Et je rebondis aussi par rapport à, tu parlais de valeur, donc là on parlait d'optimiser le temps sur les priorités en fait. Et par exemple moi avec mon asso qui me prenait un temps monstre à côté, parfois étant donné que voilà c'est moi qui gère mon propre business, je faisais passer les priorités, enfin l'asso prioritaire par rapport aux clients. Alors que parce que c'était un projet de cœur et que mais je réfléchissais même pas en fait. J'avais une to-do list, j'avais un peu tout qui était mélangé et naturellement je commençais par les tâches que j'avais à faire pour l'asso. Alors que c'est ce qui m'apportait pas de valeur puisque c'est un travail bénévole. Donc rien que ça, de remettre aussi en perspective les priorités, la temporalité, ça prend un peu de temps, mais je rejoins Gladys, on apprend en marchant et finalement ça se met en place assez intuitivement quoi. Après, ça a de la valeur. Enfin, je sais pas ce que. Enfin, tu vois. Oui, ça a de la valeur, mais en priorité, Ça rapporte pas valeur. d'argent. Ouais, mais clairement, c'est de la valeur, ouais. Moi, j'ai une vision un tout petit peu différente parce que j'ai travaillé chez Orange pendant 20 ans. Une entreprise qui a ses défauts, mais qui a aussi énormément de qualité parce que quand j'ai fait mon burn-out, j'étais assez bien accompagnée en fait, notamment par ma manager qui en fait m'a laissé le temps de partir. Puis quand je suis revenue, elle m'a pas du tout mis dans un placard. Au contraire, elle m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire, etc. Et quand je lui ai dit que j'allais passer le CAPES, elle m'a dit bah allez, pas de souci, on va voir les RH, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc je me suis retrouvée à travailler à 80% chez Orange et à 20% à l'Éducation nationale. Et puis ensuite à quitter Orange et à pouvoir revenir plus tard parce que j'avais juste une suspension de contrat. Enfin, donc j'ai été très bien accompagnée par cette entreprise et par les gens qui étaient autour de moi. Je pense que c'est une chance. Mais ce qui est drôle par rapport à ce que vous dites, c'est que en fait, je me suis dit, j'avais une vocation pour être prof. C'était pas que, je me disais pas que je vais avoir plus de temps, etc. Mais je me disais, je vais avoir plus de temps pour ma maman parce que je vais avoir des horaires plus, voilà. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée à passer des heures
Je me souviens avoir regardé Le Loup de Wall Street pendant 12 heures pour trouver un petit extrait pour mon cours de seconde et fabriquer 30 minutes de cours et me rendre compte que le film était interdit au moins de 16 ans et que donc je ne pourrais pas le mettre en classe. C'est juste un symbole, hein, mais juste pour vous dire que voilà le genre de prof que j'étais. Et en fait, je travaillais pas moins, je travaillais, je sais pas si je travaillais plus, mais en tout cas, je passais des heures qui n'étaient pas possibles. Et en fait, le fonctionnement était vraiment un fonctionnement qui venait de moi, mais aussi un peu d'attente sociétale. Tout à l'heure, Johanna partageait des éléments là-dessus. Moi, je sais que j'ai toujours reçu de ma famille, il faut travailler dur, il faut, enfin voilà, il y a toutes ces choses-là qui en fait m'habitent et m'habitent encore, m'habitaient à l'époque, m'habitent encore. Et donc, c'est pas le fait d'aller vers un métier qui est sur le papier semble être un métier beaucoup plus cadré avec moins d'horaires. Bah, en fait, moi, je l'ai transformé en un métier. Je pense que j'ai jamais autant travaillé que quand j'étais prof, pour être tout à fait honnête. Donc, je pense qu'il y a aussi un travail sur soi pour essayer de comprendre pourquoi on a ces dynamiques-là, parce que souvent, c'est pas un hasard si on arrive au burn-out. Il y a des pressions sociétales, il y a sa santé mentale et il y a bien sûr l'entreprise dans laquelle on travaille. Ou pas. Voilà. Merci beaucoup. Et j'aimerais enchaîner du coup sur ce sujet un peu de santé mentale, parce que c'est déjà un sujet qui est ressorti plusieurs fois. Et je sais que notamment pour toi, Zaliata, et toi, Gladys, c'est des sujets qui sont très importants et qui vous tiennent fortement à cœur, à la fois les sujets de santé mentale et aussi de reconnaissance des neuroatypies. Et je me demandais si vous pouviez peut-être un peu nous parler de pourquoi ce sont deux sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur et pourquoi c'est important d'y faire attention. Vas-y. Je vais essayer de pas prendre trop de place. Mais en fait, moi, j'ai découvert très tard que j'étais neuroatypique. J'ai découvert il y a 3 ans maintenant. Et en fait, ça a été un grand chamboulement, mais aussi un grand soulagement, parce que pendant toute ma carrière professionnelle, j'avais l'impression d'être une extraterrestre. C'est-à-dire que j'allais voir les gens, je disais: «Oh, je veux refaire une formation pendant 1 an» et puis les gens me disaient: «Mais tu es dingue!» Enfin voilà: «Ah bah tiens, je vais aller à l'éducation nationale et je vais perdre 1 000 € de salaire, mais je vais faire un truc qui me plaît» et en fait, les gens enfin souvent, ce qui se passait, c'est que le message qu'on me renvoyait, c'était, que j'étais pas normale, quoi. Et en fait, le fait de savoir que j'avais, cette hyperactivité mentale, et ces troubles de l'attention, bah, en fait, enfin moi j'ai des troubles de l'attention, mais ça se manifeste, c'est pas ce qu'il y a de plus important chez moi, c'est vraiment l'hyperactivité et c'est vrai qu'à chaque fois, je le vois encore aujourd'hui, hein, quand je commence à parler aux gens et que je dis ce que je fais, en fait, il y a un truc, les gens il y a une dissonance, quoi. Non, tu peux pas avoir 5 enfants et faire ça et faire ça et faire ça et je le reçois encore, hein, d'ailleurs, des fois, j'ai des messages sur LinkedIn et: «Ah mais tu es encore là? Mais comment, je t'ai vu là-bas, comment tu peux être là le jour d'après?» Bah, en fait, je suis juste hyperactive, quoi et quand il y a quelque chose qui m'intéresse, bah, l'énergie, elle vient, et mon cerveau, il fait que, bah, quand il y a un sujet qui m'intéresse, comme Gladys, je vais avoir envie de lire 50 livres sur le sujet et si tu commences à m'en parler, ne me lance pas sur un sujet si tu as pas si tu as pas le si tu as pas envie que je t'en parle pendant des heures, quoi, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et oui, je dors. Mais c'est vrai que le fait d'avoir le diagnostic, c'est quelque chose qui a beaucoup changé les choses pour moi parce que ça m'a permis d'assumer ça et d'être plus à l'aise avec ça et d'aller vers, un équilibre, plus sain pour moi, entre ce que je fais, dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Ouais, il y a un truc, un peu comme toi. Et en fait, ça fait aussi partie des trucs pour lesquels je suis en free. C'est que oui, moi, il m'arrivait 1000 fois, de toute façon toute ma vie en vrai, d'avoir toujours l'impression d'être en décalage, de faire des connexions sur des trucs que personne ne fait. Ça veut pas dire que et souvent les gens finissent par arriver exactement là où je suis, mais la première fois, il faut qu'ils vous disent que vous êtes trop bizarre. Et c'est vrai que, enfin, par exemple, comme je travaille en free, bah, j'ai aussi l'habitude d'être toute seule. J'ai l'habitude de travailler avec les gens, mais avec beaucoup de gens, mais j'ai aussi l'habitude de gérer. Donc, en vrai, vous pouvez me dire que je suis bizarre, je m'en fiche. Mais pareil, tu as écrit un livre, tu es en train d'écrire un autre livre, tu écris un 3e livre en même temps, tu fais ci, tu donnes des cours, tu fais ça, tu as le book club, tu as ci, tu as ça. Enfin, ouais, il y a ce truc, enfin, sur l'hyperactivité en tout cas. Ouais, ben, c'est comme ça, c'est mon rythme. Et je sais qu'il y a plein de gens, il y a aussi des gens qui m'ont dit: «Ah mais je peux pas bosser avec toi parce que j'arrive pas à te suivre». Mais j'ai dit: «Mais moi précisément,
Enfin, c'est pas parce que je pense vite ou que je fais ci ou que je fais telle connexion. Je suis pas parfaite dans tout. Il y a plein de trucs. Allez, emmenez-moi sur de la compta ou de l'admin. J'arrive tellement pas à trouver d'intérêt dans ces trucs-là qu'en général, bah, là, j'ai dû prendre une assistante pour m'aider sur les tâches que je trouve rébarbatives, sur lesquelles je n'arrive pas, enfin, sur lesquelles c'est une catastrophe sinon. Donc, je paye des gens pour m'aider sur les trucs sur lesquels je suis pas bonne. Et précisément, quand on choisit des gens, soit souvent c'est parce qu'ils nous ressemblent, donc on arrive à créer une connexion et à se comprendre et à brainstormer, etc. Soit c'est parce que précisément ils ont les compétences qu'on n'a pas et qu'on a besoin de ça. Et sur des projets, enfin sur tous les projets, c'est hyper important. Et enfin voilà. Du coup, moi aussi les formations, pareil, quand je fais un truc, j'ai besoin de tout comprendre dans tous les sens. Donc c'est cool parce que enfin, c'est marrant parce que moi c'est aussi pour ça qu'on vient taper à ma porte souvent. Parce qu'on dit, mais tu fais ça, et tu fais ça, et tu fais ça. Et sur les projets, c'est hyper enrichissant, je pense. En tout cas, c'est ce qu'on me renvoie. Mais en même temps, bah, des fois, vous allez trop vite. Moi, je me rappelle, j'étais chez Renault, on m'a dit, on est chez Renault ici, on n'est pas chez Ferrari. Je dis, OK. Voilà, au moins, je m'en souviendrai toute ma vie. Mais voilà, et après, il faut choisir les boîtes dans lesquelles ces éléments sont valorisés, le fait que vous alliez vite, que vous réfléchissez vite. Enfin, parce que c'est pas valorisé partout, parce qu'effectivement, on sera toujours vu comme des gens étranges. Et en vrai, quand on décide d'en parler, enfin, Zaliator, on en a beaucoup parlé, mais on en parle aussi pour plein de gens. Parce qu'en fait, on n'est pas des profils. En fait, dans le numérique, notamment, on est des secteurs où il y a beaucoup de profils du neuroatypique, que ce soit TDAH, HPI, Asperger, etc. Il n'y a pas une personne, enfin, il y en a beaucoup, en fait, dans le numérique. Et il y a des boîtes comme Ubisoft où ils font un vrai travail pour intégrer ces profils dans l'entreprise et pas les voir comme des gens étranges. Donc, enfin, voilà, c'est des sujets qui sont importants parce que la manière dont on réfléchit, ben, en fait, on pense pas tous pareil et qu'on va beaucoup challenger aussi. Parce que ça, c'est un point clé. C'est que moi, à chaque fois, je vois tous les trucs qui vont pas, mais je les vois surtout chez moi. Hein. C'est pas juste pour les autres. Moi, je suis horrible avec moi-même sur ça parce que je suis vraiment une perfectionniste. Et du coup, quand on arrive dans les projets, on va challenger les trucs et challenger les systèmes. Et souvent, les gens sont pas forcément prêts à. En fait, plein de gens sont prêts à ce qu'on leur passe de la pommade, mais très peu à ce qu'on challenge les choses. Et nous, on est des profils comme ça où on va plus être dans l'innovation. Donc bien, moi, je choisis bien mes projets. Je vois où ça va être un peu plus safe et où les gens sont plus à l'écoute ou pas. Bon, voilà. Et merci pour la ref en commentaire. Du coup, à ce sujet-là, du coup, vous pouvez parler. Enfin, toi, Gladys, tu parles aujourd'hui de la valorisation, voilà, peut-être de l'hyperactivité ou en tout cas du fait d'aller très vite et donc de penser vite. Mais est-ce que, c'est presque rhétorique comme question, mais est-ce qu'on peut parler ouvertement de santé mentale et de neuroatypie aujourd'hui dans le monde professionnel du design? C'est ouvert à toutes les... Moi, je le fais, mais en vrai, faut juste pas oublier que c'est un spectre et que moi qui vais avoir plein de facilités sur plein de trucs. Comme je dis, je vais être très nulle sur plein d'autres trucs. Enfin, par exemple, moi, je me rappelle d'un étudiant dans une école comme ça, je cite pas, et voilà, mais qui est dev et voilà et qui veut passer designer et je pense que ça va être très dur mais c'est là aussi enfin désolée j'ai zappé ta question et ça c'est un des trucs de voilà quand ton cerveau il va dans trop d'endroits mais oui pardon sur la valorisation moi c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler c'est pour ça que quand enfin je le fais ouvertement parce qu'en fait il y a plein de gens qui en ont besoin en fait à un moment donné il va falloir qu'on aborde les trucs et oui les gens en ont besoin et les gens ont besoin euh, qu'on en parle, qu'on se dise des trucs, qu'on normalise notre présence en fait. Et qu'on arrête de considérer que la norme, c'est quelqu'un de neurotypique qui pense comme ça. De manière linéaire, on pense en arborescence, c'est la vie. Et en fait, on a tous des qualités et des défauts, parce qu'on, comme j'ai dit, on n'a pas que des qualités. Mais c'est important qu'on commence à en parler et qu'on en parle plus, parce que on peut pas dire à tout le monde, vous êtes tous étranges, sauf nous. Enfin, ça marche pas comme ça. Quoi. Et on ne peut pas être inclusif si on est comme ça. Merci. En tout cas, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter, enfin l'une d'entre vous veut ajouter sur ce sujet-là. Moi, je voulais juste dire que moi, je le fais aussi pour mes enfants. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai certains de mes enfants, même s'ils ne sont pas diagnostiqués, parce que moi-même, j'ai eu mon diagnostic assez tard. Je sais qu'il y en a qui sont neuroatypiques aussi. J'en ai aussi dans ma famille. J'ai des personnes avec
plein de particularités mentales. Et en fait, le fait d'avoir aussi travaillé dans l'éducation nationale, c'est une chose qui me pousse en fait à parler de ces particularités. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore assez d'espace pour toutes ces différences. Enfin, moi, j'ai des souvenirs vraiment très heu, triste et en même temps, triste et joyeux de certains élèves que j'ai accompagnés parce qu'ils étaient dyslexiques et toute leur vie, on leur a dit: «Non, mais en fait, toi, tu parleras jamais anglais, mets-toi dans un coin et puis écris des trucs et on verra si ça marche» et le fait que moi, je les accompagne ou que, je leur propose de venir à midi pour, faire des jeux en anglais ou des choses comme ça, juste pour essayer de débloquer quelque chose, bah, j'en ai qui me reviennent encore me parler, 5 ou 6 ans après pour me dire, bah: «J'ai eu mon bac et j'ai eu 10 en anglais et je suis trop content et moi aussi, je suis trop contente, en fait». Parce que pour moi, c'est tellement important de laisser de l'espace à ces différences. Et là, je donne l'exemple de l'école, mais en entreprise, c'est exactement la même chose. Dans un bureau, quand on est sur le spectre autistique, par exemple, il peut y avoir tellement de choses qu'on a du mal à supporter. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rendre les choses plus inclusives et plus, hem plus tolérante en fait des différences, et je pense que ça ne peut passer que parce que certaines personnes vont, oser dire moi je le dis à mes collègues, je dis que je suis hyperactive, je dis que des fois, il y a des choses où, ça veut pas, je suis pas motivée, ça veut pas, je leur dis: «J'ai besoin en fait de faire les choses avec vous parce que si je suis pas accountable, bah, en fait, je ferai jamais». Donc voilà, donc j'hésite pas à le dire et c'est vrai que j'ai la chance d'être assez «vieille» entre guillemets pour pouvoir faire ça. Bah, donc je prends cet espace parce que je pense que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir le faire. Et merci pour ça. Parce que c'est vrai que c'est important. Et ça se sent aussi, je trouve, dans les structures où la parole est ouverte sur ces sujets-là et les endroits où c'est pas du tout le cas. On voit que l'atmosphère de travail est hyper différente. Et je vois d'ailleurs qu'il est aussi 19h30, c'est-à-dire normalement déjà la fin de cette table ronde. Donc peut-être pour terminer, est-ce qu'il y a des questions dans les personnes qui nous suivent sur le Teams? Et sinon peut-être, je sais pas, est-ce que vous avez encore un tout petit peu de temps pour une question supplémentaire ou est-ce qu'on conclut? C'est bon? OK, donc peut-être une dernière question parce qu'elle me tenait quand même à cœur justement sur le thème des atmosphères de travail, sur justement à quoi il faut faire attention en termes d'attention bah, pour sa propre santé mentale et pour son équilibre. À quoi il faut faire attention, donc notamment du coup dans les agences et dans les entreprises, en termes d'atmosphère de travail et quel rôle on peut jouer soi pour créer des atmosphères de travail saines avec ses collaboratrices et collaborateurs. Et du coup, c'est une question que j'ouvre à toutes les quatre. Vous avez 3 heures. Aïe. Je vais enfoncer des portes ouvertes, hein, mais peut-être que déjà en faisant plus avec d'autres, en cherchant à concevoir les choses avec les gens et pas tout seul et ensuite chercher à refiler ce qu'on a conçu et espérer que les gens se l'approprient tout seuls. Peut-être que ça peut permettre de ramener du lien dans les relations, aussi bien avec les collaborateurs, avec tes collègues qu'avec tes clients, en fait. Donc ça peut peut-être contribuer à assainir les relations, je dirais, de plus faire avec, plus ça provoque les dialogues, quoi, tout simplement. Euh, Après, quel rôle on peut jouer en étant des oreilles attentives pour les gens autour de nous, essayer de... Enfin, moi, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé dans nos échanges en amont de cette table ronde de la question du leadership équilibré, de comment est-ce qu'on peut être
d'autres formes de rôle modèle que des modèles finalement hiérarchiques qui reproduisent des formes patriarcales. Donc ça veut dire potentiellement être peut-être dans une posture d'accompagnement, de soins, de support envers les gens qui nous entourent et pas forcément de... Enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi, mais moi, c'est vrai que j'essaye de fuir la posture d'experte, en fait, dans les projets. Et ça peut, je pense, aider à, ouais, à développer des atmosphères plus saines et horizontales entre les collègues et avec les gens avec lesquels on bosse. Voilà. Il n'y a plus beaucoup de temps, alors je me tais. Après, il y avait aussi, il y avait un peu une double question dans ta question. Il y avait le côté comment on a un environnement sain, mais seul et avec les autres. Donc moi, avec les autres, je vous le laisse. Mais le seul, c'est vrai on avait aussi abordé ensemble le côté le fait d'être en accord avec ses valeurs et ses engagements, si on en a. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, tel que j'envisage mes projets, et c'est ça mon moteur en fait, c'est ça mon booster interne, c'est qu'il faut que les projets vraiment m'embarquent, que je sois hyper motivée. Et pour ça, il faut que ce soit, c'est très personnel, mais soit utile à l'environnement, soit utile à l'humain. Et en fait, si j'ai pas ça, je sais que je serai pas dans le projet, je serai même peut-être pas bien si je dois travailler pour un projet qui me ressemble pas, qui correspond pas du tout à mes valeurs. Je sais que je serai forcément moi pas dans un bon état d'esprit. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi, en tout cas en indépendant, du coup je parle de ce que je connais, mais aller choisir ses projets, aller cibler des événements pour aller trouver des potentiels clients qui s'intéressent à des sujets qui vous touchent. Enfin voilà, de ne pas hésiter à cibler pour choisir les projets qui vous ressemblent et de fait être en accord de bout en bout quoi, avec ses valeurs. Oui, puis moi, je voulais juste ajouter quelque chose sur le leadership. Je pense que, dans les exemples que je donnais tout à l'heure, moi, je n'hésite pas à parler de mes défauts. Je pense que le leadership, où on est celui qui élève la voix le plus fort, ou celui qui a le plus, fait le plus d'heures, est toujours présent, etc. Pour moi, c'est des choses qui sont complètement, non seulement non inclusives, mais en plus très patriarcales. Et qu'aujourd'hui, pour être les leaders que moi j'ai envie de suivre sont des gens qui ont une parole inclusive, n'hésitent pas à montrer leurs faiblesses, leurs échecs, et les partagent avec les autres sans avoir peur des conséquences, parce que je trouve que ça demande plus de courage de parler d'un échec que de parler d'une réussite. Et c'est ça qui m'inspire, moi, à avancer. Et c'est comme ça que j'ai envie de faire du leadership personnellement, et pas en imposant ma façon de faire, ma façon de voir le monde, et en ne mettant en valeur que mes réussites, quoi. Voilà. Amen. Mais à ça, j'ajoute j'ajoute à ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, il y a effectivement être capable de reconnaître ses erreurs, et on en fait tout le temps. Parce que dans la rue, moi, je vois tout le temps des gens qui vont être hyper énervés, qui vont mal vous parler, mais qui sont incapables de se remettre en question sur rien. Bon, après, il y a ceux qui... moi, je sais que je passe mon temps à m'en remettre en question, et c'est pas moins toxique, hein. Mais du coup, il y a toujours un espèce de juste milieu à trouver. Mais c'est vrai qu'en entreprise, et si ça refait le point avec le leadership, en tout cas, c'est important de commencer à avoir d'autres voix dans l'entreprise. Moi, quand je parle de l'inclusion, je parle aussi de la manière dont on recrute et des profils qu'on recrute. Parce que si vous avez que des gens qui se ressemblent, à la fin, en fait, vous avez ce qu'on a aujourd'hui, des gens d'un certain niveau social. D'ailleurs, les autres n'arrivent même pas à rentrer, donc ils finissent par changer de métier, souvent à peu près de la même couleur. Souvent à peu près, pas forcément que neurotypique, mais en fait, c'est important de commencer à d'arrêter de faire de l'exclusion par défaut, parce qu'on va parler
on va faire un culture check ou ce que vous voulez, mais d'aussi se dire, OK, mais qui on n'a pas, parce que ces discussions, elles sont importantes dans la manière dont on va collaborer, mais aussi concevoir nos produits, puisque au final, tout ce qu'on, la manière dont l'entreprise est structurée va avoir un impact sur le produit concret, puisque voilà, si vous êtes LGBT, j'en parlais avec une copine la dernière fois, je me dis, mais ça a quoi comme impact? Alors bah oui, en fait, ça va dépendre du produit. Mais si vous avez un produit où on parle de famille ou de santé physique, etc., bah en fait, vous allez juste oublier des gens, vos formulaires, etc. Donc moi, je sais que ça me hérisse le poil quand on parle d'inclusion, pardon, pas d'empathie, pardon. Parce que l'empathie, souvent, ça va être je me mets à la place d'eux et je dis mais comment tu peux te mettre à la place d'une personne trans? Enfin, donc moi, souvent, je dis non, c'est pas ça. Pour moi, c'est même pas ça l'empathie. Pour moi, l'empathie, c'est juste d'accepter d'écouter l'autre sans mettre son propre jugement, sans y mettre, sans avoir besoin de valider parce qu'on n'a pas vécu quelque chose, donc on l'invalide. Voilà, pour moi, l'empathie, c'est ça. Et du coup, pour moi, le leadership, effectivement, on est en train de réinventer le leadership avec d'autres manières de l'idée qui ne sont pas juste du management, juste ce besoin d'avoir une hiérarchie, mais commencer à l'idée en écoutant les autres, en regardant qui manque, quelle voix manque, et en étant en capacité de les écouter vraiment. Et voilà, oui, et en essayant de créer autre chose qui clairement n'existe pas aujourd'hui. Mais voilà, d'ouvrir d'autres portes, de s'ouvrir à d'autres vécus et de ne pas avoir besoin de valider parce qu'on sait de quoi l'autre parle, mais juste parce qu'on l'a écouté et qu'on a accepté que c'est une autre réalité. Voilà pour moi. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là. Mais merci infiniment. Et donc, peut-être que je rajouterai déjà commencer par suivre ces 4 femmes aux personnes qui nous écoutent parce que voilà, vous êtes hyper inspirantes et j'ai adoré cette discussion avec vous. J'ai hâte de pouvoir plus échanger avec toi, Zaliata, du coup, dans notre live jeudi à 18h. Je vous laisse peut-être un mot de la fin chacune, mais encore une fois, merci énormément pour votre participation et pour votre engagement du coup sur ce mois de septembre. Pour moi, le mot de la fin, c'est sororité. Alors, j'en ai eu 2 fois aujourd'hui, parce que j'ai vu aussi une collègue là, qui a revu le contenu de la formation de designer, parce que je suis en train de monter pour le laptop, je fais mon autopromo. Et elle avait un super pull rose qui lui donnait hyper bonne mine et qui m'a juste mis d'hyper bonne humeur, alors que j'avoue, ce matin, je n'avais pas pris ma douche. Aujourd'hui, c'est un jour férié en Espagne. Et donc, ça m'a motivée pour sortir et aller à la mer et revenir. Et là, vous voyez, je suis coiffée et tout. Et donc, c'est trop bien d'être avec des femmes qui se soutiennent. Et voilà, sororité pour moi. Si moi je veux dire juste merci, parce que c'est vrai que j'ai découvert, alors pas Zaliata, navré, je la découvre un peu tous les jours, mais Louisiane, Luce, même toi Rose, donc merci pour les échanges et merci pour la découverte, parce que je pense que si on n'est pas là, si on est là, c'est pas vraiment un hasard, c'est justement parce on porte tous des valeurs communes et des envies de changer peut-être le monde, donc c'est cool et merci pour la découverte. Moi aussi, j'ai adoré cette semaine un peu sous les projecteurs. C'est un exercice assez intéressant, qui peut être difficile, mais c'est intéressant. Mais effectivement, je pense que c'est aussi nos engagements respectifs et nos visions du design qui nous ont réunis. Donc, ravie de ces rencontres et merci Rose pour l'animation. Je rajoute rien du tout. Merci à toutes les 4 et à toute l'équipe de Women in Design pour tous ces échanges. C'était très chouette. Ouais, super. Bon, et Rose, tu es dans le noir. Je faisais une blague, mais j'ai le micro coupé tout à l'heure. C'était pas drôle. Oui, il faut que j'aille à la lumière, mais l'interruption est trop loin. Donc, je me suis dit, on va se dire au revoir maintenant. C'est bien, c'est très pro. Bon, passez une bonne soirée. Merci. Merci à toutes. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Ciao.